Mais pour rester dans l'actualité, donc tout ça, c'était très bien pendant des années. Ils possédaient l'arme nucléaire. Ils l'ont fait savoir aux dirigeants des pays qui étaient autour, les Égyptiens, les Syriens, etc., leur disant maintenant, si vous venez nous chatouiller, nous, on vous rase de la carte. Et donc, effectivement, ça a tenu pendant 50 ans, puisque personne ne bougeait, mis à part au début, ils ont essayé en 67 et tout ça, mais depuis... Alors, aujourd'hui, les choses ont changé. Parce qu'aujourd'hui, à cause de tout ce qui s'est passé en Ukraine, et vous verrez qu'il y a des rapports entre l'Ukraine et ce qui se passe en Israël, parce qu'en réalité, toute cette opération qui s'est déroulée depuis le 24 février 2022 en Ukraine a été préparée, organisée par le lobby pro-israélien aux États-Unis, puisque le lobby pro-israélien aux États-Unis, c'est tout le complexe militaire, toutes les industries pour l'armement, les avions, les bateaux, tout ça. Bon, c'est bien entendu toute la finance américaine. Et le but de cette préparation, puisqu'à partir de 2014, la CIA qui a organisé, financé la révolution orange de la place Magdan, a préparé ensuite l'armée ukrainienne dans le but de reconquérir la Crimée, mais surtout dans le but de déstabiliser le gouvernement russe pour pouvoir séparer ce territoire en plusieurs pays. Parce que là, si vous voulez, le système pro-israélien qui dirige les États-Unis est pour la mondialisation. Et donc, ce sont des gens qui ont bien sûr organisé l'Union européenne, tout ça basé sur la mondialisation, et ce sont des gens qui sont farouchement opposés à toute forme de nationaliste. Parce que le nationalisme, ça les empêche de faire le business, si vous voulez, parce qu'il peut y avoir des protections, tout ça. Tandis que si on peut faire du business d'un pays à l'autre, alors ça les intéresse parce que ça passe par les fonds d'investissement, ça passe par les banques, etc. Donc, le but pour eux, c'était de s'approprier toutes les richesses qu'il y a en Russie. Manque de chance, leur projet n'a pas abouti. Ils sont en train actuellement c'est un fiasco. L'Ukraine va bientôt être obligée de négocier dans des conditions vraiment mauvaises, puisque actuellement les Russes n'ont pas encore obtenu la conquête d'Odessa, puisqu'ils attendent que tout se mette en place. Mais à mon avis, vous le savez, je suis convaincu qu'ils iront pour obtenir Odessa, le port, la ville et toute la région. Donc ça, on va voir. Alors aujourd'hui, cette situation en Ukraine a fait que l'Iran et la Russie se sont rapprochés et ont tissé des liens très très étroits, puisque l'Iran a fourni beaucoup de drones. C'est une technologie qu'ils ont développée puisqu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'aller sur des projets plus importants. Et on en a parlé dans un autre épisode où j'ai donné le nombre d'ingénieurs qui sortent chaque année diplômés des grandes écoles en Iran et aussi en Russie. Et donc ces gens-là collaborent très étroitement. Les Iraniens ont fourni beaucoup de drones qui ont eu un rôle assez important dans la guerre en Ukraine. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir que l'Iran a été placé par le système américain sous embargo depuis 1979. Oui, donc, les produits de première nécessité manquaient en Iran. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas tout un tas de choses qui étaient fabriquées par le reste du monde. Ils ont opprimé cette population à partir de leurs sanctions. Ils les ont fait vivre. Bien sûr, il y avait quelque part... on va dire que c'était suite à la prise d'otages qu'il y avait eu, mais enfin...
si on veut revenir en arrière, les Américains ont d'abord remplacé le régime qui était en place à l'origine pour mettre le Shah d'Iran, puis ensuite ils ont laissé le Shah d'Iran pour mettre Khomeini. Et, enfin, donc ils se sont mêlés partout de tout, comme ils le font d'ailleurs dans le monde entier, jusqu'à présent. Et il y a évidemment des rapprochements, puisque vous avez ensuite ce qu'ils ont fait en Iran, ils l'ont fait contre la Russie, avec des sanctions économiques depuis des années, et maintenant des sanctions. Alors, évidemment, ça rapproche les personnes quand vous avez un ennemi commun et quand vous avez quelqu'un qui vous fait souffrir. Mais la chose importante, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce qui compte dans ce genre de situation, c'est la détermination. Or, les États-Unis vont un peu partout, ils foutent le bazar, mais il n'y a pas une ligne, si vous voulez, il n'y a pas une volonté indéfinie, parce que c'est en fonction un peu des opportunités. Alors que les Iraniens et les Russes sont déterminés. Voilà, déterminés, oui. Et là, il faut bien comprendre qu'eux, ils iront jusqu'au bout. Donc, c'est ça qui est important. Alors, évidemment, maintenant, c'est ce que je raconte ici, c'est que les Iraniens ont reçu en partie la technologie des missiles hypersoniques. Ils produisent eux-mêmes sur leur sol en Iran des missiles qui vont entre les premiers, qui est le Fatah numéro 1, qui arrive à la vitesse de Mach 10, c'est-à-dire, vous imaginez, 12 000 km/h, et maintenant le Fatah 2 dépasse les 15 Mach. C'est-à-dire que, inutile de vous dire qu'il n'y a aucune missile antimissile qui peut arrêter ce type de missile. Donc on verra tout à l'heure sur la carte comment l'Iran peut, avec des armes conventionnelles, avec une charge conventionnelle, avec des missiles d'une très haute précision, détruire un quartier de Tel Aviv. Et donc Israël maintenant est devenu vulnérable, si vous voulez, à toutes ces armes. Donc, il y a ça, et la précision, elle est communiquée par l'équipement, l'extraordinaire puissance de la Chine en matière de satellites, et donc ils ont fait un système qui est concurrent au système GPS qui est fabriqué, enfin produit par les États-Unis, et bien entendu, les Chinois ont fait un système de guidage par satellite qui s'appelle le système Beidou, qui est encore plus performant que le système GPS, plus précis. Et comme ils ont des relations très étroites avec l'Iran, eh bien l'Iran maintenant bénéficie de tout ce système de guidage par satellite. Et alors là, la question, c'est... Oui, si un missile iranien... Si vous voulez, je peux mettre la carte pour qu'on situe bien. On en reparle, on la remettra après. Vous voyez, pour bien situer, vous avez ici ce petit pays qu'est Israël. La bande de Gaza, la Cisjordanie, le Liban, qui est ici, et donc Dimona qui est là. Inutile de vous dire que les Russes, avec leurs satellites, et les Chinois, ont tout le détail, l'emplacement, etc. Donc l'Iran, qui peut avoir des missiles placés, des bases qui sont placées dans cette partie de leur territoire, pardon, je suis sur l'Irak là, eh bien, peuvent envoyer, mais pile poil sur Dimona, un missile même conventionnel qui va descendre, qui va traverser 3 ou 4 plafonds puisqu'il y a 6 étages en béton et qui va exploser peut-être au 6e sous-sol. Et à ce moment-là, vous imaginez que tout le pays est concerné, c'est-à-dire que maintenant, l'arsenal nucléaire que possède Israël les met eux-mêmes en danger. Parce que des missiles envoyés par l'Iran, vous voyez, qui est ici,
il y a une portée, si on regarde, là on est à l'échelle sur 1/2 millionième, donc on va dire que là on est à peu près à 2000 km. Donc c'est pire, d'autant qu'il ne faut pas oublier que les Iraniens sont présents partout en Syrie et au sud Liban. Donc là, à la limite, alors évidemment, on peut envoyer un missile à partir de l'Iran, mais on peut l'envoyer aussi à partir de la Syrie. Vous avez, si ce centre qui a 6 niveaux d'enrichissement d'uranium qui arrive à 98%, on a vu en Ukraine le quartier général des forces de l'OTAN qui était à 120 mètres sous terre, à une trentaine de kilomètres de Kiev, un missile Kinjal qui est pénétré à 40 mètres en profondeur et qui a explosé avec une charge conventionnelle et qui a soufflé toutes les personnes, enfin il y avait 300 personnes dedans qui travaillaient, il y avait des Polonais, des Américains, des Anglais et des Ukrainiens qui travaillaient dans ce cul. Et tout le monde, hein, on a sorti 40 corps et le reste, c'est leur tombe. Donc là, vous voyez un peu les missiles que l'on peut avoir, parce qu'avec la vitesse, ils arrivent à pénétrer, ils pénétraient dans Dimona, mais il n'y a pas que Dimona. C'est que forcément, les 300 têtes nucléaires, elles sont quelque part. Eh bien, nous, on ne sait pas où c'est, mais les Russes et les Iraniens connaissent tout ça très bien, précisément. Ils savent où sont les avions, où sont les bombes, et ils peuvent, avec des charges conventionnelles, faire péter peut-être une cinquantaine de bombes atomiques qui se trouvent actuellement en Israël. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que maintenant, ce qui a été leur assurance vie devient un véritable danger pour l'existence même d'Israël. Vous voyez ? Donc là, alors, on va aborder... et alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en ce moment, vous avez à Gaza un véritable massacre. Au départ, il y a une terre brûlée, oui, complètement. Là, vous savez que c'est... enfin, on a rarement vu ça, mais toujours c'est pareil, c'est dans le contexte. Pourquoi on permet à Israël de massacrer la population civile d'une façon incroyable dans la bande de Gaza? Parce que, d'une façon inconditionnelle, les Américains les soutiennent. Et donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que là, en Méditerranée, maintenant, il y a 2 porte-avions américains. Il y a un porte-avions également qui est dans la mer Rouge, là, qui est ici. Et puis, il y a aussi un porte-avions qui est un peu plus bas, là, ici, en face l'Iran, avec un porte-avions, ça veut dire 5000 personnes à bord, avec les pilotes d'avion et tout, mais toute la flotte qu'il y a autour, sous-marins, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils arrivent ici? Parce que, justement, ils voudraient éviter qu'Israël utilise ses armes nucléaires. Or, le massacre qui se déroule dans la bande de Gaza, avec 2 300 000 personnes qui habitaient ou qui étaient les uns sur les autres dans la bande de Gaza, eh bien, les Israéliens ont fait évacuer la population en partie sur une surface, on va dire, de 15 km², 150 km², pardon, 15 km par 10, 150 km². Et donc, tout ce million de personnes qui étaient là se retrouvent entassées avec les autres. Mais en ce moment, vous avez toute la rue des pays arabes qui se révoltent, qui s'indignent et qui évidemment piétinent et qui forcent. Alors, la Turquie, qui est ici, c'est le pays qui possède la plus grosse armée de toute la région. 1 million de soldats, et en quelques semaines, ils peuvent mobiliser et équiper 2 millions de personnes qui peuvent débouler sur Tel Aviv. Vous voyez, donc là, c'est pas la peine. Alors, pourquoi rien ne se passe? Évidemment, Erdogan fait des discours en disant on va y aller, on va faire, etc., parce qu'il veut calmer la rue. Mais pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Parce que, justement,
Ils savent que Istanbul, Ankara et d'autres grandes villes peuvent disparaître en l'espace de quelques minutes. C'est un réel danger, oui. Et alors, on parlera tout à l'heure un peu des détails techniques, mais comme évidemment le sujet nucléaire est un sujet tabou en France et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, eh bien les gens ne savent rien là-dessus, ne font pas la distinction entre des explosions au sol et des explosions en altitude. Mais évidemment, les Israéliens, eux, connaissent très bien la différence. Ils savent très bien la différence des conséquences d'une explosion au sol, où là, il va y avoir une grande quantité de retombées radioactives, comme d'ailleurs l'explosion qui pourrait se produire dans la centrale de Dimona. Là, c'est des problèmes pendant des semaines de pollution et d'irradiation, du rayonnement gamma. Mais par contre, quand vous faites une explosion en altitude, comme ça a été le cas à Hiroshima et à Nagasaki, là, Hiroshima, c'était 450 mètres et Nagasaki également. C'était une petite puissance. Pour les puissances qui sont fabriquées actuellement, eh bien, Israël a déjà envisagé de carrément utiliser l'arme nucléaire au-dessus de Gaza. Parce que la bande de Gaza, si vous voulez, on peut, à 2 km près, on calcule, on dit on l'a fait exploser à 950 mètres d'altitude, et vous allez avoir exactement 10 km qui vont être sous une température de 5000 degrés, avec le rayonnement, avec le souffle, tout va être détruit. Tous les êtres vivants qui sont dessous dans ce diamètre de 10 km, eh bien, vont être morts en quelques minutes. Mais par contre, avec cette explosion à 900 mètres ou 1000 mètres d'altitude, vous n'avez pas de retombées radioactives. Vous vous limitez vraiment à tuer les personnes dans cette zone-là. Alors, il peut, bien sûr, le gars qui avait évoqué cette question, on lui a dit « maintenant tu te tais et tu sors du gouvernement pour quelque temps », mais c'est envisagé. Et alors, pour quelle raison tout peut basculer en ce moment avec le Hezbollah? Alors, le Hezbollah, c'est autre chose que le Hamas. Le Hezbollah, il faut s'imaginer, c'est 20 000 hommes qui sont dans des tunnels et 70 000 qui sont dans les montagnes. Une armée de 90 000 soldats hyper entraînés. C'est un peu, si vous voulez, l'équivalent des talibans en Afghanistan. Donc là, si ces gens-là se mettent en route, Israël est très mal. Or, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Parce que, évidemment, s'ils franchissent le Rubicon, eh bien là, il y aura des explosions au-dessus. On utilisera certainement une puissance de 1 mégatonne. Ça veut dire sur un rayon, on verra tout ça tout à l'heure, sur un diamètre de 15 km, plus une personne vivante. Sauf, là aussi, ça ne servira à rien dans Gaza, parce que vous allez tuer tous les civils, mais le Hamas qui est dans les souterrains à 20 mètres, à 30 mètres sous terre, eux, ils n'auront aucun effet de chaleur, aucun effet de souffle et aucun rayonnement. Donc ils seront vivants. Ils ne pourront pas tuer le Hamas, ils ne pourront pas tuer le Hezbollah qui seront dans les tunnels. Par contre, s'ils montent à l'assaut, s'ils sont dehors, là, ils sont morts dans la seconde qui suit l'explosion. Donc vous voyez un petit peu la situation. Donc actuellement, on a des pays qui parlent, l'Iran, mais surtout la Turquie, qui voudra intervenir pour porter du secours à la bande de Gaza sur le plan humanitaire. Mais il faut se rappeler qu'il y a déjà une douzaine d'années, lorsqu'il y avait eu des événements à Gaza, la Turquie avait envoyé un bateau pour secourir la population de Gaza, avec uniquement sur ce bateau, c'était de la nourriture, des choses. Et Israël l'a interdit de pénétrer dans le port de Gaza. Ils ont envoyé des commandos et les Israéliens ont tué 11 soldats qui étaient à bord pour apporter cette nourriture à Gaza. Les Turcs, eux, l'ont eu en travers, vous voyez. Ils ont envoyé des commandos qui sont arrivés sur le bateau. Il y a eu 11 Turcs tués. Ensuite, le gouvernement israélien a versé à chaque famille, à l'époque, l'équivalent d'1 million d'euros.
voyez, pas chaque famille pour payer les morts qu'ils ont fait. Mais ça, c'est truc. Donc on va repasser tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en 1956 que Shimon Peres passe un accord avec le gouvernement français de l'époque. Cet accord est basé sur 4 points. La France s'engage à construire en Israël une centrale électrique fonctionnant à l'uranium enrichi, identique à celle de Saclay. 2. La France fournira l'uranium. 3. En retour, Israël fournira toutes les informations techniques pour la fabrication de la bombe atomique. 4. La France formera les équipes d'ingénieurs et de techniciens israéliens dans la centrale de Saclay à l'Essonne. Tout ça a été fait dans le plus grand secret. Ah oui, ça... Les familles de ces 1500 ingénieurs et techniciens ignoraient où étaient, et ça a duré quand même 18 mois, ils écrivaient la plupart du temps à Buenos Aires, en Argentine, où les courriers étaient transmis. Le matériel qu'on envoyait en Israël passait par plusieurs ports successifs avant d'arriver en Israël pour brouiller les cartes. Donc tout ça s'est déroulé dans le secret. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en 1956, la France ne possédait pas l'arme atomique. Et elle maîtrisait simplement la production d'électricité avec les travaux qui avaient été faits depuis très longtemps par les équipes de Curie, etc. Donc c'était quelque chose qu'il maîtrisait, mais l'arme atomique, il y avait seulement à l'époque que 3 pays qui la possédaient. Les États-Unis, puisque c'est eux qui ont créé la première bombe avec le programme de recherche qui était fait à Los Alamos, le projet Manhattan. Et il y avait les Anglais qui ont bénéficié vraisemblablement d'un transfert de technologie de la part des trucs. Et puis il y avait les Russes, enfin tout du moins l'Union soviétique. À l'époque, oui. On n'était pas à l'époque de la Russie, c'était l'Union soviétique. Et l'Union soviétique a obtenu comment? Parce que dans les équipes d'Oppenheimer, il y avait quand même 5000 personnes qui travaillaient à Los Alamos, eh bien, il y avait beaucoup d'espions russes, des physiciens, des mathématiciens, des gens d'un haut niveau, qui ont sorti toutes les informations et qui les ont fournies à l'Union soviétique à l'époque. Or, nous, on était loin d'avoir cette technologie. Et quand Shimon Peres va proposer à le secrétaire à la Défense en France de lui fournir cette technologie, évidemment, il y aura des discussions. J'ai raconté tous les détails, comment il rencontre Abel Thomas, comment il rencontre Bourges Mounouri, qui était le ministre de la Défense à l'époque, et puis Guy Mollet, qui était un très chaud partisan d'Israël. On avait déjà fourni des chars AMX 270 à l'époque, évidemment les avions Marcel Dassault, qui en fait s'appelle Marcel Bloch, qui est un Israélite. Et il y avait, si vous voulez, à l'époque, le réseau des pro-israélites en France noyautait à peu près tout. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Oui, ce que j'allais dire, ça n'a pas changé. C'est encore pire, puisque à l'époque, ils étaient dans la banque, dans la finance, dans l'armement, avec Marcel Dassault qui recevait beaucoup de subventions de la part de l'État. J'ai un oncle qui a travaillé là-bas, je sais comment ça se passait, comment arrivait l'argent, c'était quelque chose d'énorme. Donc, ces gens-là ont fait des fortunes sur la guerre, aussi bien les financiers que les fabricants d'armement. Et c'était à l'époque, ils étaient limités à cette activité. Aujourd'hui, le lobby pro-israélien en France occupe beaucoup plus que ça, puisqu'ils ont tous les médias, les chaînes de télé, les magazines, vous le savez, puisque vous avez contacté, vous avez vu comment les problèmes qu'on a rencontrés. Et donc, la communication, tout
évidemment, et bien entendu, au niveau politique, c'est pareil. Alors, là, on a donc ce contrat qui est fait, et on va, donc là, on répète ce qu'on a déjà dit. Et alors, comment s'est passée cette opération? Eh bien, le père de la bombe atomique n'est autre que Oppenheimer. Oppenheimer, c'est un Israélite d'origine allemande qui est né aux États-Unis et que l'on voit d'ailleurs sur certains documentaires qui rend visite à Ben Gourion et qui l'encourage à faire, si vous voulez, toutes ces démarches pour fabriquer l'arme nucléaire, l'arme atomique. À l'époque, on parlait de ça. Donc, toute cette opération est en fait une opération d'espionnage. Oui, la France va construire l'arme atomique à partir des informations que les services secrets israéliens vont lui communiquer. En échange, la France va construire la centrale de Dimona, mais tout ça se passe, si vous voulez, aujourd'hui, si tout ça avait été su, il y aurait eu des responsables qui auraient été traduits et condamnés en prison. Vous imaginez fournir des informations sur une arme de dissuasion qui était à l'époque l'arme atomique. Oui. Donc là, ça vous donne une idée de la puissance du lobby pro-israélien aux États-Unis. Donc, on va... Alors, comment comprendre tout ça? Eh bien, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand le président John Kennedy est élu en 1960, il a évidemment des services de renseignement qui fonctionnent et qui lui informent qu'on soupçonne Israël d'être en train de fabriquer, avec l'aide d'un pays tiers, l'arme atomique. Alors évidemment, ça n'est pas prévu dans les relations qu'il y a entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis apportent un soutien inconditionnel à Israël, à condition qu'il ne se dote pas de l'arme nucléaire. Donc, il faut dire que c'est un État en 1958 qui a à peine 10 ans, 2 millions d'habitants. Qui est jeune, oui. Comment imaginer qu'un petit pays comme ça, qui est un embryon de pays, puisse se doter de l'arme nucléaire, alors que vous avez des pays qui ont 200, 300 millions d'habitants, qui ont plusieurs siècles d'existence, qui sont très très loin de posséder cette technologie, d'arriver à ce niveau de technologie. Eh bien oui, c'est le lobby pro-israélien qui va organiser tout ça et qui va le faire. Or, Kennedy va envoyer 2 experts, des inspecteurs, pour vérifier si véritablement Israël produit l'arme nucléaire, l'arme atomique, comme on disait à l'époque, parce qu'à ce moment-là, ça remet en cause le support militaire et financier que les États-Unis apportent tout le temps à Israël. C'est soit vous avez l'arme atomique et nous, on arrête de vous supporter et de vous fournir. À l'époque, c'était 4 à 5 milliards de dollars par an, plus les armements et tout ça. Et donc, il a envoyé des inspecteurs. Et les inspecteurs, le gouvernement israélien les a reçus, ils leur ont fait visiter le rez-de-chaussée avec tout. Et les gens sont revenus aux États-Unis, ils ont fait leur rapport, comme c'est leur travail, les inspecteurs, le truc. Et ils ont dit non, non, c'est une centrale où ils fabriquent l'électricité. Effectivement, ils fournissent l'électricité pour tout le pays, pour Israël à cette époque. Donc, ils ont été roulés dans la farine. On ne leur a pas fait voir qu'il y avait 6 étages en dessous. Et ça s'est passé, donc, on va dire, dans les années 61, à la fin de l'année 61. Et puis, il y a eu d'autres informations, et à ce moment-là, en 62, ça commence à chauffer parce que Kennedy
John Kennedy, qui est président, son frère Robert, lui, est ministre de la Justice. Évidemment, ils sont très proches déjà en tant que famille, mais aussi de par leurs fonctions. Ils échangent beaucoup et toute cette histoire, ça ne plaît pas à John Kennedy parce qu'on ne peut pas toucher d'un côté et obtenir de l'autre. Donc, sa position est très claire, c'est si l'Israël développe l'arme nucléaire, ils arrêtent le support et le soutien à Israël. Et donc, John Kennedy s'oppose formellement au développement de l'arme. Il leur intime d'arrêter les travaux qui sont en cours, parce qu'à cette époque-là, on pense qu'ils sont encore en cours. C'est d'ailleurs ce que fera le général de Gaulle quand il arrive au pouvoir en 1958. Il va apprendre qu'il y a, évidemment il y a quelques fuites, que le gouvernement français est impliqué dans la construction de l'arme atomique en Israël, et il va convoquer Couve de Murville, qui était son Premier ministre, il va lui dire, voilà, il faut que cette histoire s'arrête. Moi je ne suis pas d'accord. Mais en réalité, les réseaux pro-israéliens en France sont tellement puissants que l'affaire va continuer, bien que de Gaulle a donné des instructions, il sera désobéi et ça ira jusqu'à son terme.